Bonjour, voici quelques aides-mémoires pour se servir de Serial Cloner. Donc Serial Cloner est un logiciel gratuit. Donc c'est ici vous avez la version la plus récente. Malheureusement, son développement a été abandonné il y a quelques années, mais il reste toujours accessible gratuitement. Donc vous pouvez le trouver sous sa version 2.6 pour la version la plus avancée. Donc vous le téléchargez et ensuite vous pourrez donc l'utiliser. Donc comme on va le voir tout de suite. Donc, je bascule vers le serial cloner que j'ai allumé. Voilà. Donc, quand vous avez allumé donc quand vous avez exécuté donc le serial cloner, vous avez une fenêtre principale qui comporte en haut donc la barre des menus. Ensuite, vous avez une série d'icônes en haut qui correspondent à différents outils utilisables. Alors, ces mêmes outils, on peut les retrouver dans Function. Vous voyez, par exemple, Build Construct, vous l'avez également ici sous la forme d'une icône Build Construct. Vous pouvez cacher, donc Hide Toolbar dans Windows. Si vous faites Hide Toolbar, on gagne un peu de place en cachant les icônes. Et encore une fois, on peut retrouver les principales fonctions ici qui nous intéressent dans le menu. Donc quand vous allumez votre Serial Cloner pour la première fois, par défaut, s'affiche une fenêtre. Et donc, des fenêtres comme celle-ci, on va pouvoir en mettre plusieurs dans la fenêtre principale pour travailler sur plusieurs séquences simultanément. Donc, pour travailler sur une séquence, ben, il faut avoir une séquence. Et donc, vous avez plusieurs possibilités ici pour travailler sur une séquence. Ici, ben, je vais par exemple je vais taper au hasard une séquence. Je vais rajouter en minuscule le site cohérent que je connais par cœur. Bon, voilà. Voilà. Donc ici, j'ai une petite séquence. Donc cette petite séquence, je vais l'enregistrer pour pouvoir la conserver pour la suite. Donc ici, je vais l'appeler séquence au hasard, donc aléa, donc séquence aléatoire, puisque j'ai introduit volontairement un site cohérent dedans. Donc on pourrait, si on voulait, travailler sur des séquences qu'on note à la main. Donc quand on fait du séquençage, par exemple, on peut, en lisant sa séquence, la taper à la main ou la récupérer à partir du logiciel qui fait le séquençage. Voilà, donc vous avez 4 onglets dans la fenêtre. Donc ici, on a un onglet Comments, donc, où on va écrire des informations sur la séquence. Voilà. Extremities, c'est si jamais on a des extrémités particulières. Alors par exemple, je vais m'amuser ici à mettre... alors, ici, je vais mettre un G. Alors, remettre aussi un cité cohérent. G, A, A, T, T, C, donc c'est T, T, A. Là, pareil. Voilà, là, ici, je me suis amusé à mettre donc une séquence débordante qu'on appelle overhang en anglais. Donc voilà, pour vous montrer que extremities, on peut s'en servir. Habituellement, ça ne sert à rien. Enfin, disons qu'il n'est pas rempli. Features, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ce sont les caractéristiques. Et là, on va voir la liste des caractéristiques. Donc ici, si je fais un scan pour essayer de trouver les caractéristiques, on ne trouve rien du tout. C'est normal puisque j'ai tapé une séquence au hasard. Voilà. Donc ici, on a une séquence qui est tapée au hasard. Alors, ce qu'on peut quand même faire, c'est voir sa carte graphique. Et donc, par défaut, quelle que soit la séquence que vous affichez dans Serial Cloner, vous allez obtenir donc une carte graphique avec une carte de restriction comportant les sites uniques. Donc, ça se voit ici. Là. Donc, si je décoche la case Unique Site, voilà, on ne voit que le petit bout de bâton là qui représente ma séquence. Alors, si je veux afficher les sites qui coupent 2 fois, c'est en orange. Ici, je coche la case double site.
Et disons qu'ici, vous voyez, donc il y a des sites qui viennent deux fois. Donc HPY 18 il est deux fois, il est en 41 et il commence à la base 66. On peut faire une carte de restriction, il suffit de cliquer sur Particular Site et en même temps, ensuite, vous cliquez sur Choose Site pour dire quel site vous voulez voir. Donc ici, je vais taper EcoR1. Donc EcoR1, puisque c'est celui-là que j'ai rentré. Voilà, EcoR1. Je le vois pas. Le EcoR1, il est un peu plus bas sûrement. N, voilà, EcoR1. Et une fois que j'ai sélectionné un ou plusieurs sites de restriction, quand je clique sur le graphique, là, il apparaît, il est ici. Donc, il commence en base 48. Donc ici, si je veux le localiser, regardez, je fais 48. Je sais que c'est un site qui fait 6 paires de bases. Donc 48 plus 5, ça me fait 53. Une fois que j'ai tapé le 53, je tape Entrée et ça sélectionne GAATTC. Donc les sites, là, les numéros qui sont indiqués sur les sites, ça correspond au numéro de la base sur la séquence où commence la séquence du site. Voilà. Alors ici, pour vous montrer, ici, on est en topologie linéaire. Alors, si on circularise, ici, il y a normalement un site EcoR1. Ah non, il faut que je modifie ma séquence. Alors, vous voyez, ici, il y a une petite case qui est locked. Donc, comme elle est décochée, je peux modifier ma séquence. Donc, je vais rajouter un G ici et un C ici. On va recommencer. EcoR1, il est là. Voilà. Alors, normalement, j'aurais dû faire apparaître un site à l'endroit trop pur. Bon, peu importe. Voilà, donc on a une séquence et sa représentation. Autre chose, on peut représenter donc ici les deux brins de la séquence. Donc ici, comme ma séquence est courte, on a donc le brin qui s'affiche à l'écran sur ma fenêtre. Ça, c'est le brin, on va dire, sens. C'est celui qu'on voit, qui est de 5' à gauche à 3' à droite. Et ici, on a le brin complémentaire. Oui, c'est un peu bizarre. Bon, enfin, voilà. Alors, on va prendre un exemple plus concret. Donc, celui-là, je l'ai enregistré. Hop, je l'enlève. Je vais chercher maintenant une séquence sur Internet. Donc, on peut ouvrir une fenêtre Web Access. Donc, c'est une sorte de navigateur qui est inclus dans le logiciel. Donc, ici, on tombe sur le site que vous connaissez déjà, donc la plateforme ou portail NCBI, qui est un moteur de recherche spécialisé. Donc, ce n'est pas une base de données, NCBI. NCBI n'est pas une base de données. NCBI est un site qui permet d'accéder, de faire des recherches pour accéder à des informations dans des bases de données. Donc, NCBI est ce qu'on appelle un portail, c'est-à-dire ça ouvre vers plein de directions différentes, c'est-à-dire plein de bases de données différentes. Mais lui-même n'est pas une base de données. Donc ici, si je veux chercher une séquence d'ADN, on va sélectionner les bases de données de type nucléotide. Et par exemple, je vais chercher le vecteur PBR 322 que vous avez utilisé en TP. Et quand j'aurai trouvé donc la solution, donc ici, ma première réponse est la bonne, donc c'est la bonne taille, puisque je la connais. Voilà. Et donc, vous avez, comme vous le savez, deux types de formats. Vous avez le format GenBank et le format FASTA. Le format GenBank est plus complet, avec beaucoup d'informations, mais un peu très long et un peu lourd, alors que le format FASTA, lui, est beaucoup plus compact. Donc, si je prends le format FASTA, ici, on voit qu'il est constitué de deux lignes. Une première ligne de commentaire qui commence par le caractère supérieur, ici de manière
accessoire, mais c'est souvent le cas, il y a ce qu'on appelle l'accession number, c'est-à-dire un numéro unique, ici qu'on retrouve ici, qui permet d'accéder directement à la séquence. Si on connaît ce numéro, on tape ça dans NCBI et on tombe directement sur la séquence. Et la deuxième ligne, c'est la séquence in extenso, c'est-à-dire en continu. Donc, contrairement aux apparences, ce format est constitué de 2 lignes et non pas d'une multitude de lignes. Donc, première ligne, commentaire qui commence par supérieur, deuxième ligne, la séquence. Donc ici, je peux copier-coller la séquence, CTRL-C, et si je veux travailler dessus, je vais créer New, une nouvelle petite fenêtre, dans laquelle, ici, dans séquence, je vais faire un CTRL-V, c'est-à-dire un coller. Voilà, donc on retrouve ici la taille de la molécule. Alors ici, comme j'ai utilisé le format FASTA, il n'y a aucune indication sur la conformation linéaire ou circulaire. Donc c'est moi qui sais que c'est un vecteur plasmidique, donc c'est circulaire. C'est à nous d'indiquer dans topologie qu'on est sur du circulaire. Le bon réflexe toujours, c'est de faire un save as. Ici, vous voyez que c'est pas locked, donc je vais locked, c'est-à-dire je vais bloquer, éviter une faute de frappe, et donc maintenant je ne peux plus modifier, ma séquence est figée. Quand j'ai locked, donc j'ai fermé la séquence. Si je veux l'éditer, rajouter des sites ou des choses, je vais faire unlocked. Donc je vais l'enregistrer, toujours pareil, donc je vais lui donner un nom qui me permettra facilement de la retrouver. Et là, le logiciel va l'enregistrer au format qu'il préfère, c'est-à-dire le format XDNA, qui est le format d'un autre type de logiciel payant. Voilà, DNA Strider, en l'occurrence. Donc ici, voilà, donc on a notre séquence. Si je fais graphic map, donc on va avoir une carte qui sera une circulaire, puisque on a vu que, alors ici je vais faire la carte de restriction. Alors bas machin. Je peux rajouter ensuite EcoR1 que vous avez aussi utilisé en TP. Voilà, donc cette vidéo est destinée à vous donner quelques aides-mémoires, quelques démonstrations de comment on fait. Ça vous permet de revenir en arrière, revoir toutes les parties que vous voulez. Alors, Eco, ouais, je galère autant que tout à l'heure, Eco N, Eco R1, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, vous avez compris le principe, donc on peut faire la carte en choisissant dans Show Site les sites que l'on veut faire apparaître sur la séquence. Alors ici se pose un problème, c'est qu'au niveau Features, il n'y a rien. Alors, le logiciel possède une base de données interne dans laquelle il possède des séquences connues qui sont classées en différentes catégories. Alors, ces séquences sont classées dans Features. Donc, on peut les voir en faisant Manage Features, c'est-à-dire gérer les caractéristiques. Si je clique dessus, ici, on peut voir toutes les séquences qui sont stockées. Voilà, donc chaque séquence. Alors, ça s'appelle des séquences de gènes, des séquences d'ARN, des séquences de protéines également. Vous voyez, tag and cut, par exemple, ici, on est sur le 6-is. Vous voyez, c'est pas de l'ADN, ça. 6 fois H, ça veut dire 6 histidine. Donc, il s'agit d'un petit morceau, un peptide, donc, qui est souvent ajouté à certaines protéines pour pouvoir les purifier par chromatographie d'affinité. C'est le TP qu'on a fait ensemble avec la GFP taguée histidine. Donc ce tag histidine, il est là. Voilà, donc si on veut rajouter des séquences, on le reverra tout à l'heure, il suffit de faire plus, on peut rajouter des séquences qui seront reconnues en plus. Voilà, donc c'est là-dedans que le logiciel va aller chercher pour essayer d'identifier sur le plasmide ici des séquences connues. Alors pour le faire, il y a deux solutions, soit on clique sur Scan dans la fenêtre. Vous voyez, Scan for Feature apparaît lorsque je passe le curseur de souris dessus. Ou bien, vous avez la possibilité de le faire aussi au niveau du graphique. Donc, je vais le faire les deux. Donc ici, quand je le fais au niveau du graphique, ça met à jour automatiquement les features dans la fenêtre initiale. L'inverse n'est pas vrai, donc le logiciel n'est pas parfait. Tout n'est pas encore... il y a quelques petits détails qui ne fonctionnent pas, mais ce n'est pas bien grave. Donc ici, on voit apparaître des flèches. On voit apparaître des étiquettes. Alors, ces étiquettes, vous pouvez les réarranger. Hein, donc, si vous en avez besoin en stage de ce logiciel pour créer une carte qui n'existe pas,
pour votre rapport de stage, c'est tout à fait possible. Donc, vous pouvez arranger les étiquettes comme vous voulez. Voilà. Donc, ici, on voit apparaître quatre features différentes. Donc, en plus des enzymes de restriction, des sites de restriction que j'ai ajoutés. Donc, vous avez ici deux étiquettes, en fait, qui désignent le même gène. Ce n'est pas tout à fait un gène, c'est la partie codante du gène. Hein, donc, la flèche verte représente le début, c'est là où on va trouver ATG, et à la pointe de la flèche, on va trouver le codon stop. Voilà. Ici, on voit qu'il y a deux parties codantes, il y a donc deux gènes. Il y a le gène qui code la résistance à l'ampicilline, AMP-R, et le gène qui code la résistance à la tétracycline, TET-R. Vous avez également une séquence qui n'est pas un gène. Alors ici, c'est un peu trompeur puisqu'il y a une flèche, mais il s'agit de l'origine de réplication qui permet au plasmide, à chaque division cellulaire, de se multiplier un certain nombre de fois pour se répartir entre les cellules filles. Donc en l'occurrence, PBR322 se réplique à peu près 20 fois par cycle, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 20 à 30 copies par cellule fille. Voilà, donc origine de réplication, plus de gènes fonctionnels. Le AMP-PROM, là, il s'agit du promoteur, c'est-à-dire on voit que c'est le promoteur du gène ampicilline. Donc le gène ampicilline, finalement, commence au niveau promoteur. Il parcourt donc la partie codante, et après la partie codante, il doit y avoir un site de terminaison de la transcription, mais qui n'est pas indiqué ici sur la carte. Voilà. Donc le promoteur de TET-R, par exemple, ben, lui, il n'est pas mentionné. Il y est forcément, mais on ne sait pas où il est. De la même manière, vous avez aussi, on est chez des gènes bactériens. Donc ici, vous avez des séquences de Shine et d'Algarno qui ne sont pas indiquées également. Alors c'est des séquences de quelques bases qui se trouvent à 6 bases avant le codon ATG. Alors comme c'est quelque chose qui n'est pas utilisé technologiquement, disons qu'on l'inclut dans le promoteur, souvent elle n'est pas représentée pour simplifier la carte. Mais donc il faut penser que ces séquences, elles sont quand même dans la séquence. Si le gène est fonctionnel, il y a forcément un site d'attachement au ribosome. En l'occurrence, sa chaîne d'Algarno. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai pris la séquence au format FASTA, je l'ai copié-collé dans une nouvelle fenêtre. Maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec le format GenBank. Donc, on clique dessus. En attendant, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Et dans cette nouvelle fenêtre, je vais copier-coller le format GenBank. Alors, il commence au niveau locus. Donc, il y a tout un tas d'informations sur les auteurs qui ont cité ce plasmide. Il y a aussi tout un tas d'informations sur les gènes contenus. Voilà. Donc là, les features sont définis en détail. Et on voit également que la séquence est numérotée et les bases sont séparées par groupe de 10 bases, ce qui est... Voilà. Donc si vous regardez bien, il y a des informations, par exemple ici, à la séquence de la bêta-lactamase, donc qui représente le produit d'expression du gène AMP-R. Voilà. Vous allez voir donc, ce qui va se passer. Je copie ça. Je fais la même opération que tout à l'heure. Je fais un CTRL-V dans séquence. Là, j'ai un message qui n'est pas un message d'erreur qui me dit que une séquence au format NCBI, GenBank, a été passed, donc collée. Donc tout va bien, OK. Alors, on va l'apparaître. Et là, on voit des couleurs tout de suite. Si je vais dans Comments, on voit également un certain nombre de commentaires qui faisaient partie donc de la séquence du fichier donc au format GenBank NCBI. Dans Extremities, rien de spécial puisqu'on est d'emblée circulaire. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas eu besoin de circulariser puisque dans le fichier NCBI, il y a toutes les informations, y compris la topologie, c'est-à-dire le fait que la molécule est circulaire ou linéaire. Si je vais dans Feature, il n'y a rien à faire, tout est déjà fait puisque dans la description des informations du format NCBI, il y a tout ce qu'il faut pour décrire donc les différentes features. Et on voit qu'il y en a beaucoup plus que lorsqu'on utilise uniquement la recherche locale avec Scan for Feature. Donc si je fais la graphic map, on obtient ici quelque chose de beaucoup, beaucoup plus dense. Ça en est même presque trop, quoi. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il y a beaucoup trop de choses. Alors, quand il y a trop de choses, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais détruire la carte ici. Quand il y a trop de choses, eh bien, on peut, si on veut,
choisir uniquement ce qu'on veut faire apparaître. Donc, par exemple, source ici, je fais moins. Il me demande si je veux l'enlever. Voilà, donc je peux enlever un certain nombre de séquences qui ne m'intéressent pas pour ne faire apparaître que ce qui m'intéresse. Voilà, je peux élargir pour voir à quoi ça correspond. Donc ici, on voit qu'il y a 2 promoteurs. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en avoir 2? Ils sont côte à côte. Bon, allez, on va les laisser, on verra bien. Alors, en fait, il s'agit de ces 2 promoteurs. En fait, c'est pas les mêmes. Il y en a un pour ampère et l'autre pour tether. Donc, on va les laisser. Alors, celle-là, on l'enlève, etc., etc. Voilà, on peut faire le ménage. Et donc, maintenant, quand je fais graphic map, c'est un tout petit peu plus simple. J'ai nettoyé, enfin, j'ai enlevé que quelques séquences. Donc, on peut faire ce travail pour nettoyer et ne faire apparaître que ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, j'enlève cette carte, elle est beaucoup trop compliquée, je ne vais pas y passer trop de temps. Voilà. Donc, le format GenBank, c'est pas mal, mais bon, ça donne à la rigueur un peu trop d'informations. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez afficher, la complexité de ce que vous voulez montrer. Donc, je l'enregistre, voilà, et je le ferme. Bien. Alors, je ferme la fenêtre qui me permet d'aller chercher les séquences. Maintenant, on va travailler uniquement sur PBR 322. Voilà. Alors, voyons quelques fonctionnalités sur PBR 322 ou enfin, sur n'importe quelle molécule. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on visualise la séquence ici? Et qu'est-ce qui se passe si je double-clique sur une étiquette? Donc ici, par exemple, je prends tête R. Je double-clique et là, on voit que ça sélectionne la partie correspondante ici. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de séquence codante. On voit ici que la flèche codant, la flèche représentant la partie codante de tête R, elle est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, en gros, quand on tourne, on va de la gauche vers la droite. Et donc, ça correspond au sens de lecture usuel. Donc, la flèche, vous voyez à droite, ben, la flèche, c'est 3', et à gauche, c'est 5'. Donc, la séquence qu'on a sous les yeux dans séquence, elle est conventionnellement orientée de 5' à gauche vers 3' à droite. Donc, si un gène est indiqué dans le bon sens, ici, ça veut dire qu'on va pouvoir visualiser directement sa partie codante, ici. Alors, ce qui est le cas ici, puisque vous voyez que le ATG et le stop sont en dehors de tête R. Par contre, si je clique sur tête A, ils sont inclus. ATG, voilà. Alors, je reviens sur tête R, parce que finalement, on voit bien. Voilà, on voit toute la partie codante, avec ATG qui est juste avant, et TGA qui représente ce qu'on appelle un codon stop. Alors, comment on peut savoir si ça code vraiment une protéine? Si on est vraiment sur la partie codante, eh bien, si on recopie ça en ARN, c'est-à-dire vous prenez exactement la même séquence, mais vous remplacez les T par des U, et qu'on donne ça à un ribosome, il va traduire. Bon, mais là, on a l'informatique, donc ça peut se faire automatiquement. Alors, il y a un bouton en bas de la fenêtre qui s'appelle Show Selection Information and Translation, donc on va traduire ce qui est sélectionné ici. Voilà. Et là, bien, la séquence sélectionnée, on voit qu'elle correspond à, si on traduit, donc une protéine qui ferait 395 acides aminés, 41,31 kg Dalton, donc 41 310 Dalton de poids moléculaire et un PHI calculé de 9,43. Voilà. Donc on voit que cette protéine ici, étrangement, ne commence pas par M, mais c'est normal puisque vous voyez qu'ici, la sélection n'inclut pas le premier ATG. Alors si je veux réparer cette erreur, je prends le ATG ici, et là, regardez ce qui se passe quand je sélectionne. Il traduit, au fur et à mesure que je sélectionne, il traduit tous les codons qu'il arrive à lire. Voilà. Quand on arrive à la fin, donc là je suis sur TGA, tac, TGA, il m'a remplacé TGA par une étoile. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, TGA, c'est un codon stop. Voilà. Vous avez le droit de ne pas me croire, donc heureusement, il y a un outil dans Windows qui est
standard génétique code. Petite fenêtre que vous pouvez afficher. Là, vous pouvez vérifier que TGA est bien un codon stop. Donc, première lettre ici, T. Deuxième lettre, G. Et troisième lettre, A. TGA, c'est le codon stop qui est appelé le codon opale. Donc, il y a 3 autres codons stop. On leur a donné des noms de pierres semi-précieuses. Donc, ocre, TAA. TAG, c'est ambre. Et TGA, opale. Donc, vous voyez, ça fait les 3 étoiles ici représentent 3 codons stop. Et bien sûr, AUG. Donc, A. Alors, ATG, puisque c'est de l'ADN. ATG, ici, c'est la méthionine. C'est le codon d'initiation. Et on voit que maintenant, j'ai inclus le premier ATG de tout à l'heure. Donc, ma protéine commence bien par M. Et finalement, elle fait en réalité 396 acides aminés. 41,44 kilodalton. Voilà. On lui indique le pourcent de GC, l'ATM, éventuellement si j'en ai besoin. Voilà. Donc, pour la traduction, c'est facile. C'est l'ordinateur qui fait le boulot. Donc, on a bien, sur la séquence qui représente ici un seul des deux brins, on a bien pour le gène tête R directement la séquence codante. Mais par contre, si on regarde en R, vous voyez que sa séquence est inversée. On a une séquence dans l'autre sens. Alors, ici, on a une flèche qui tourne dans les aiguilles, le sens d'aiguille d'une montre. Ici, pour ampère, elle tourne dans le sens inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la séquence qui code ampère est située sur l'autre brin. Or, à l'écran ici, vous n'avez la séquence que d'un seul brin. Donc, si vous voulez voir la séquence codant ampère, il faudrait donc faire apparaître le complémentaire inversé de la séquence ici, qui représente ampère. Alors, je vais sélectionner ampère, comme on l'a fait. Donc là, si on regarde bien, la séquence ne commence pas par ATG. Bon, par contre, si on regarde à la fin, on voit que ça finit par 4. Or, le complémentaire inversé de 4, c'est A, T, G. Si je pars de la fin, en face de T, je mets un A, en face de A, un T, un G. Donc, je vais avoir ATG. J'essaie de les refaire, bien sûr. On les a fait ensemble. Ah, il y a un problème. Donc, on a fait toutes ces manips ensemble et vous avez la possibilité de tout refaire, bien entendu. Donc ici, je vois, sélectionne la séquence, je vois que cette séquence ne correspond pas à quelque chose qui peut être traduit. D'ailleurs, si je clique sur, voilà, si j'ouvre la séquence de traduction, vous voyez qu'on a ici un tout petit peptide de 5 acides aminés, ça, c'est pas une protéine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire travailler encore l'ordinateur, on va lui dire, ben, je voudrais extraire cette séquence, et il suffit de faire un clic droit dessus, vous faites extract, extract fragment. Là, donc, on obtient une nouvelle séquence qui est exactement la même que celle qu'on a ici. Ça commence pareil, voilà, tout est identique. Alors là, on va tout sélectionner. Alors, soit je sélectionne la souris, soit je fais CTRL A, ce qui revient au même. CTRL plus A. Un clic droit, et là, je vais demander à l'ordinateur de m'écrire la séquence complémentaire et de changer son sens. Donc, on va lui demander le brin antiparallèle. Voilà. Donc, c'est fait. On voit que ça commence par ATG, ça finit par TGG. Bon, OK. Ensuite, je sélectionne, je traduis. Et là, c'est pas un miracle, c'est normal. Ça commence par M, ça fait 220 acides aminés. Voilà. Ici, on a une protéine acide, d'ailleurs, elle est pHI de 6. Tout à l'heure, on avait une protéine plutôt basique pour tête R. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut analyser assez finement donc, la composition des caractéristiques du gène. Voilà. Bon, je vais arrêter cette vidéo pour le moment et je referai d'autres vidéos, donc notamment pour vous expliquer comment on fait la PCR et comment on fait le clonage. Voilà. Donc, prochaine vidéo, très bientôt.